Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes lectures du mois de janvier. Je sais, je suis méga à la bourre. Avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants puisque voilà, au mois de janvier, vous avez été plusieurs à nous rejoindre sur la chaîne. Grâce à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre que je remercie si tu passes par là, Séverine. Si vous connaissez pas Séverine et sa chaîne, mais qu'attendez-vous parce que vraiment c'est génial, on y parle polar, on y parle thriller et c'est vraiment trop génial. Je vous mets dans le petit i la chaîne de Séverine, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne la connaissez pas encore. Moi j'adore. Bienvenue aux nouveaux, j'espère que vous vous plairez ici, en tout cas on parle de livres et on se prend pas la tête. J'ai commencé mon mois de janvier avec La Belle Sauvage, le premier tome de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman aux éditions Gallimard. Philippe Pullman, moi j'avais lu sa première trilogie à la croisée des mondes quand j'étais ado, vers 12-13 ans par là. Et j'avais adoré, pour moi ça fait partie des classiques de la fantasy jeunesse. Voilà, quelque chose qu'il faut avoir lu dans sa vie, je pense. Et donc voilà, 15 ans après, je lis enfin, alors c'est pas la suite, c'est un préquel qui se passe 10 ans avant. On va retrouver Lyra, qui est l'héroïne de À la croisée des mondes, sauf que là c'est un bébé, elle a que 1 an. Et en fait, le personnage principal, c'est Malcolm, qui est un jeune garçon de 11 ans, qui est plutôt débrouillard, assez curieux. Sa vie se déroule entre l'auberge de ses parents, où il file un coup de main au service, le prieuré des bonnes sœurs qui est juste en face de chez lui, où pareil, il essaye de faire des petits travaux pour aider les bonnes sœurs. Et puis l'école, évidemment, puisque c'est un écolier. Et son passe-temps favori, c'est de s'embarquer sur son canoë qui s'appelle La Belle Sauvage. Puisqu'on est vraiment dans un univers très fluvial, dans ce livre, l'eau est vraiment un élément très très présent. Donc voilà, Malcolm a une petite vie tranquille jusqu'au jour où d'étranges inconnus arrivent à l'auberge de ses parents et commencent à poser d'étranges questions. Et puis au prieuré, il y a l'arrivée d'un nourrisson, un petit bébé de à peine 1 an, dont les bonnes sœurs doivent s'occuper. Donc Malcolm va vite se lier d'affection pour ce petit bébé qui est Lyra. Mais tout va déraper lorsque la Ligue de Saint Alexander arrive à l'école et que en fait c'est une espèce de secte politico-religieuse où en fait ils recrutent les enfants pour dénoncer les gens qui sont contre la religion et qui tiennent des propos diffamatoires. Et voilà, ils vont essayer d'enrôler tous les enfants de l'école, sauf Malcolm lui, il refuse de rejoindre cette ligue. Et puis il y a l'annonce d'une inondation, d'une terrible inondation qui va s'abattre sur la ville. Malcolm va être obligé de fuir, enfin de survivre à cette inondation en s'embarquant sur son canoë en compagnie de Lyra, le bébé qu'il essaye de sauver, et puis Alice qui est une jeune fille de 16 ans qui travaille aussi à l'auberge, enfin qui connaît un petit peu. Là, ils vont dans une deuxième partie être dans une épopée fluviale où justement ils essayent de rejoindre le père de Lyra pour confier le bébé et évidemment ils ont un grand méchant à leur trousse. Enfin bon voilà, c'était génial. J'ai adoré cette lecture, j'ai adoré retrouver l'univers de Philippe Pullman que j'avais adoré dans La Croisée des Mondes. On est dans cet univers un petit peu fantastique avec la lithiomètre, avec les démons. D'ailleurs à ce sujet j'ai demandé à mon copain si on était dans l'univers de Philippe Pullman, quels seraient justement nos démons et lui m'a dit que lui le sien ça serait une loutre parce qu'il aime bien les loutres. Et moi quand j'ai dit que ça serait un tigre parce que mon doudou de quand j'étais petite était un tigre, il a rigolé en me disant non non toi ça serait un koala. Pourquoi un koala? Et vous, quel serait votre démon si on vivait dans l'univers de Philippe Pullman? Ça m'intéresse, dites-moi ça en commentaire. J'ai adoré cette lecture parce qu'on est vraiment dans un univers très complet. Voilà, Philippe Pullman ne prend pas les ados pour des imbéciles. On a vraiment quelque chose, un univers bien ficelé. J'ai adoré l'aspect un petit peu, les thèmes abordés, notamment le totalitarisme, au travers du conseil disciplinaire consistorial, je sais même plus comment on dit. Bref, j'ai regretté qu'il n'y ait pas assez de magie, mais je trouve quand même que ce tome est assez introductif et qu'il y aura beaucoup plus d'action et d'événements dans la suite que j'ai bien évidemment très très envie de lire. Par contre le petit bémol c'est que j'ai trouvé un petit peu bizarre qu'un garçon de 11 ans commande une fille de 16 ans puisque Alice a 16 ans et elle est là un peu pour faire la bobonne, la potiche
celle qui s'occupe du bébé et qui fait la popote. J'ai trouvé ça un petit peu sexiste quand même, et voilà, s'il y avait un bémol ça serait ça, mais sinon c'était une excellente lecture que je vous recommande. C'est pas un coup de cœur, mais en tout cas j'ai passé un super moment et je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai enchaîné avec Le Tribunal des âmes de Donato Carissi aux éditions Le Livre de Poche. Donato Carissi, je l'avais adoré avec Le Chuchoteur. J'ai toujours pas lu L'écorché qui est la suite du Chuchoteur. J'ai eu très envie de sortir Le Tribunal des âmes de ma palle. Il y a la suite qui s'appelle Malefico et le troisième tome qui est sorti il n'y a pas si longtemps, je crois, fin 2017, qui s'appelait Tenebra Roma. C'est un polar très très sombre et assez complexe dans l'intrigue, puisque bon, on va suivre deux personnages principaux, mais il y a tout un tas d'histoires parallèles et de personnages secondaires. Donc les personnages principaux, c'est Sandra qui est une jeune policière, enfin de la police scientifique, qui est récemment veuve. Je pense que son mari David, qui était reporter photo, est mort dans un terrible accident, mais il est tombé d'un immeuble désaffecté. Et voilà, tout le monde pense à un accident jusqu'à ce que Sandra reçoive un mystérieux coup de téléphone qui lui fait douter que ce soit vraiment un accident. Donc du coup elle va se lancer dans une enquête. Et en parallèle de ça, on a l'autre personnage principal qui est Marcus. Marcus se réveille à l'hôpital, il est complètement amnésique et à son chevet il y a un prêtre, Clémente, qui lui affirme que lui aussi, Marcus, est un prêtre et que tous les deux ils font partie de l'ordre des pénitenciers, un ordre du Vatican en fait, qui a pour but de résoudre des affaires qui sont non résolues par la police civile en fait, parce que les pénitenciers ont les confessions des gens, des choses qu'on ne peut pas révéler à la police classique, et c'est les pénitenciers qui se chargent de rendre justice, mais de manière un petit peu cachée, en sous-marin on va dire. Donc voilà, on va s'embarquer dans ces deux histoires, évidemment ça va se recouper, et en fait il y a un troisième personnage, puisqu'il y a un mystérieux malfaiteur qui règne dans l'ombre, un meurtrier, qui en fait on sait pas bien qui c'est. Et c'est ça qui est vachement bien. On dirait qu'il change d'apparence, qu'il est comme un caméléon, qu'il change d'identité. Et c'était vraiment génial, on est vraiment sur un thème du transformisme en fait, du changement d'identité, de l'empreinte d'identité d'autrui. Il y a un côté très psychologique dans ce livre que j'ai adoré. J'ai beaucoup apprécié le fait que Donato Carissi, hormis qu'il a une plume vraiment sublime, alors on va pas dire que c'est du Hugo non plus, mais pour du polar vraiment il écrit super bien. Et puis c'est un auteur qui se renseigne, on voit bien qu'il s'est beaucoup documenté, notamment pour tout ce qui est technique d'analyse de la police scientifique, ou pour tout ce qui est psychologie aussi. Voilà, on sent que voilà, il est allé chercher ses infos, et ça c'est cool. Le twist, voilà, Sonia, d'ailleurs si tu passes par là, je t'embrasse. Sonia sur Instagram m'avait dit mais tu verras il y a un twist à la fin, tu vas plus en pouvoir. Et en fait oui, il y a un twist un petit peu avant la fin, et je me suis dit si c'est ça, bon ben je l'avais vu un petit peu venir, bof, j'ai pas trouvé ce twist de ouf. Mais en fait il y en a un autre tout à la fin, et celui-là, il me faut la suite, il me faut la suite. J'ai ensuite lu un petit Agatha Christie parce que ça faisait longtemps. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'adore Agatha Christie et j'essaye de lire tous ces policiers, tous les romans policiers qu'elle a écrits dans sa vie. Et je crois que j'en suis à une trentaine à peu près. Et là j'avais très envie de démarrer cette année 2018 avec un nouveau Agatha Christie, donc 1, 2, 3 aux éditions du Masque. Ça c'est une très très vieille édition. Voilà, j'avais très envie de ressortir Agatha Christie puisque je suis allée voir le film Le Crime de l'Orient Express, que j'ai pas du tout, mais pas du tout aimé. C'est vraiment une revisite blockbuster hollywoodienne là où tu te dis mais Poirot il est pas comme ça en vrai, hein. C'est un petit bonhomme ventripotent avec un crâne d'œuf. Qu'est-ce que tu nous l'as fait en mode beau gosse et tout là? Non, 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 non. No way. Dans 1, 2, 3, on va suivre une enquête que j'ai beaucoup appréciée, puisqu'en fait, un matin, Hercule Poirot se rend chez son dentiste comme tout le temps, tous les 6 mois en fait, il fait son petit check pour savoir si tout va bien. Il déteste le dentiste, hein, comme la plupart des gens, mais il s'y rend quand même. Tout se passe bien, voilà, le dentiste lui fait quelques plombages, rien d'anormal, hormis peut-être un mec un peu chelou dans la salle d'attente. Mais bon voilà, une fois les choses faites, Hercule Poirot rentre chez lui pour déjeuner et puis faire une petite sieste après son repas,
Sauf qu'il est tiré de son sommeil par un coup de téléphone de l'inspecteur Japp, que vous connaissez si vous lisez Agatha Christie. Donc l'inspecteur Japp de Scotland Yard qui lui dit que en fait son dentiste est mort dans son cabinet. Visiblement tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide, mais quand Hercule Poirot va se rendre sur place, il va se rendre compte qu'en fait c'est une mise en scène de suicide, mais qu'il a bien été assassiné. Évidemment, toute une galerie de personnages, il va interroger tout le monde et il y a un twist final où on s'attend pas du tout, mais moi j'ai pas du tout vu venir le coupable et ça c'est vraiment génial avec Agatha Christie. Pourtant j'en ai lu quelques-uns et c'est vrai que les ficelles, on les connaît au fur et à mesure quand même qu'on en lit, mais là vraiment j'ai été épatée par celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Voilà, si vous détestez les dentistes, et peut-être que ce livre est fait pour vous. Et pour finir, j'ai lu un livre que je n'ai plus en ma possession puisque je l'ai rendu à ma sœur. Il s'agit de Miroir, le tome 2 de Paranoia de Mélissa Belvin aux éditions Hachette. J'avais lu le premier tome il y a 2 ans, il me semble. J'avais bien aimé mais sans plus, je trouvais que c'était un peu gnangnan quand même des fois. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, il s'agit de 2 personnages. Donc on a Lisa qui est une psychiatre d'une trentaine d'années, 40 ans je sais plus, enfin une working girl, voilà, les psychiatres renommés, qui va suivre Judy qui est une jeune femme de 20 ans qui a été retrouvée amnésique, elle a été battue et elle est enceinte et elle essaye de renier en fait cet enfant, elle n'a pas envie de l'avoir puisqu'elle prétend avoir été violée. Et du coup, Lisa va essayer d'aider Judy à s'en sortir. Judy, elle est pas toute seule dans sa tête, quoi. On sait pas trop, en fait, apparemment elle a un ami imaginaire qui s'appelle Halloween. Et du coup ça va pas très bien, donc on est vraiment dans une espèce, on ne sait pas si on est dans du fantastique, dans la psychologie, c'est toujours dans un univers un petit peu brumeux, un peu onirique comme ça, que j'avais bien aimé. La fin ouverte du premier tome, moi personnellement elle m'avait pas du tout dérangée, j'avais adoré et je m'en serais tout à fait tenue à cette fin là. Mais voilà, je sais pas, pression des lecteurs, pression de l'éditeur, monnaie, on sait pas. Mélissa Belvin a choisi d'écrire une suite, donc ce tome 2. Franchement, je trouve qu'il apporte pas grand chose à l'histoire. Alors certes, on a toutes les réponses à nos questions qu'on se posait dans le tome 1 et que la fin ouverte n'a pas apporté de réponse. Moi personnellement, bon, ne pas savoir ça m'aurait pas dérangé. J'ai pas trop aimé la romance qui s'installe vraiment dans ce second tome qui était vraiment assez cuculapraline. Par contre j'ai adoré le personnage de Lisa qui elle là est complètement à côté de la plaque, elle est au bout de sa vie. Avoir cette psychiatre qui est toujours tirée à 4 épingles, qui est toujours très organisée, etc. Là elle est vraiment dans une espèce de lâcher prise, elle est épuisée, elle en peut plus. J'ai adoré cet aspect là. Halloween, j'ai bien aimé ce personnage mais je trouve qu'il est un peu trop beau pour être vrai. Voilà, il me semblait pas vraisemblable mais en même temps c'est je pense un parti pris de l'auteur puisqu'on est vraiment dans ce doute de savoir est-ce qu'il existe vraiment ou est-ce que c'est l'ami imaginaire de Judy. Donc ça c'était ouais, pourquoi pas. Par contre Judy, elle m'a agacée, c'était vraiment une tête à claque, elle m'a horripilée comme pas possible. Et puis la fin, encore une fin ouverte où on se dit, c'est le genre de fin qui m'agace parce que c'est comme si on dit ah ben voilà le personnage se réveille, en fait il se rend compte que c'était un rêve quoi. Ça c'est le genre de fin, je peux pas. Et là ben, on est encore sur une espèce de fin ouverte où tu te dis mais elle va faire quoi? Elle va écrire un 3e tome? Non quoi. Cette fin m'a agacée. Je trouve que ce 2e tome n'apporte pas grand chose. Si vous vous êtes contenté de cette fin ouverte du 1er tome, et bien restez à ça, hein, n'allez pas plus loin parce que voilà ce second tome n'apporte pas grand chose quoi. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé et puis ce que vous avez lu au mois de janvier. Moi j'essaierai de faire des vidéos un peu plus régulièrement mais en ce moment avec le boulot c'est un petit peu compliqué. Mais bon en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt, ciao.